Ladies and gentlemen, please welcome TV anchor France 24, Stéphanie Antoine, along with Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Stéphanie Antoine, présentatrice France 24 et Étienne Massard, secrétaire général de la présidence de la République du Gabon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On rentre dans une conversation avec Étienne Massard, secrétaire général de la présidence gabonaise, et également Michèle Saban, qui est une femme politique française, conseillère régionale et qui est à la tête du R20 et qui va nous expliquer à quel point les régions ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Étienne Massard, on sait que vous êtes très impliqué d'ailleurs dans les questions environnementales puisque vous avez conseillé le président depuis un certain temps sur ces questions. Où en êtes-vous du projet du Gabon vert? Bien, merci. Je voulais juste d'abord souligner que la question du climat ne concerne pas uniquement le Gabon vert. La question du climat aujourd'hui concerne l'ensemble du développement de notre pays. Le Gabon vert est indépendant de cette politique de développement, mais à côté du Gabon vert, il y a le Gabon industriel et le Gabon des services. Et le président de la République nous a demandé de voir comment rendre beaucoup plus compatible le plan de développement qu'il avait proposé aux Gabonais sur les questions climatiques. Et c'est ainsi qu'il a créé, dès 2010, le Conseil national climat qu'il m'a fait l'honneur de diriger. Et ce Conseil climat a rassemblé un ensemble d'acteurs, les administrations, publiques et privées, les partenaires sociaux, a rassemblé la société civile. Et nous avons réfléchi ensemble pour voir quels étaient les points sur lesquels il fallait agir de façon précise, de manière à intégrer ces questions climatiques. Alors quels sont-ils, d'après vous? Est-ce que le Gabon a un véritable rôle à jouer? Est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer? L'Afrique a, je dirais, un rôle à jouer dans la mesure où, aujourd'hui, la question climatique s'impose à nous. Je veux faire le parallèle. Aujourd'hui, la question climatique, on pourrait considérer cette question de la même manière que l'on considère la question de la dette. Ce sont des questions aujourd'hui qui nécessitent des ajustements structurels, des ajustements au niveau du fonctionnement même de nos pays, des ajustements au niveau de la conception même des projets que nous avons, et désormais, plus personne autour de la Terre ne pourrait s'exonérer d'intégrer les questions climatiques, que ce soit la question du niveau de la mer, que ce soit la question des forêts, que ce soit la question de l'énergie, des nouvelles technologies, etc., qui permettent aujourd'hui de pouvoir continuer à développer les pays, de pouvoir continuer à faire en sorte que le bien-être soit au centre des préoccupations des hommes politiques. Et là-dessus, je pense que le Gabon est en train d'y arriver sans difficulté. Le Gabon, en tout cas, veut jouer un rôle, hein, c'est ce que vous dites. Alors, Michèle Saban, vous êtes à la tête du R20, qui, en fait, a été fondé avec Arnold Schwarzenegger, l'acteur américain que vous avez rencontré. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous avez mis en place ce R20 et dans quelle mesure, finalement, la région est clé pour mettre en place, justement, des projets environnementaux, des projets de développement durable. Oui, merci. Et merci de me permettre de m'exprimer devant tant d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, nous soutiennent dans cette action un peu partout dans le monde. Au lendemain de Copenhague, des accords de Copenhague, où il y a eu quand même un échec, puisque c'est comme ça que les gouvernements l'ont révélé, je suis allée voir le gouverneur de Californie, qui lui-même avait tenu un discours disant qu'il fallait remettre les villes et les régions au cœur de notre démarche pour lutter contre le dérèglement climatique. Et à partir de là, en 2008, nous avons, c'est vrai que c'était un coup de poker, mais créé ensemble cette ONG qui s'appelle le R20 aujourd'hui, qui regroupe les 20 régions les plus riches du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes sur plus de 700 face au G20, puisque ça permettait d'être force de proposition. Mais nous avons un fonctionnement qui est bien atypique. Les régions, les décideurs, tout ce qui est région, ville, province, État fédéré, les entreprises partenaires qui, elles, nous accompagnent dans des projets, et les experts. Ce triptyque-là est l'avenir des actions que nous pourrons mener partout dans le monde.
Nous avons des exemples très importants que nous réalisons en ce moment. Et moi, je dis, l'Afrique, c'est la clé du développement, notamment en matière de climat. C'est la clé parce que nous avons aujourd'hui un processus qui est engagé, qui est irréversible, mené par les villes et les régions. Si on veut que l'action soit au cœur de nos propositions, parce que beaucoup d'hommes et de femmes pensent, parlent, débattent, mais à quel moment la réalisation des projets est visible pour nos concitoyens? Alors voilà un peu l'action du R20. Alors vous avez un certain nombre de projets concrets d'ailleurs. Vous venez de mettre en place un réseau d'électrification de Rio de Janeiro. Oui, est-ce que vous pouvez sur nous en parler? l'éclairage public. L'éclairage solaire. Oui. L'éclairage public dans la ville de Rio, dans la ville de São Paulo, c'est une question aussi de sécurité dans la ville, puisque c'est dans un premier temps une économie d'énergie et une économie de facture énergétique, et puis par ailleurs la sécurité pour les hommes et les femmes dans la ville. Nous avons aussi un programme sur les déchets en Algérie, à Oran, où là le partenariat public-privé fonctionne très très bien. Et en parallèle, nous réalisons une entreprise de retraitement de déchets. Nous formons la population au tri sélectif. Et au moment où je vous parle, il y a plus de 20 000 personnes dans la ville d'Oran qui ont été formées. Et nous formons des jeunes sortis du système scolaire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat sur l'éducation et la formation. Là aussi, c'est une clé essentielle. Nous formons 100 jeunes sortis du système scolaire, hommes et filles, garçons et filles, pour pouvoir travailler dans cette usine dès l'inauguration. Et je pense que ce sont ces actions-là. Vous savez, c'est Pierre Rabhi, qui est un humaniste connu et reconnu, qui disait que la méthode du colibri était la méthode la plus importante et la plus réelle, c'est d'aller au fur et à mesure apporter à sa manière une pierre pour pouvoir réaliser. En faisant participer donc à la fois des régions, mais aussi donc financement public et financement privé, des partenariats entre public et privé. Étienne Massart, pour vous, quel est le projet phare aujourd'hui au Gabon? Est-ce que, par exemple, ce type de projet dont parle Michel Sabon pourrait s'appliquer au Gabon, des projets dans le solaire? On sait que vous développez la filière bois au Gabon. Je voulais juste répondre de façon globale. Je vais vous donner un exemple qui est typique. Le Gabon est un pays producteur de pétrole et tout le monde sait aujourd'hui que la production pétrolière au Gabon, par exemple, est une production qui est associée à de la production de gaz. Et jusqu'à présent, par exemple, ce gaz, il était torché, il était brûlé. Avec les questions climatiques telles qu'elles se sont posées à nous, nous avons, dans l'objectif de diminuer nos gaz à effet de serre, réfléchi sur la question de la réduction du torchage des gaz. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Gabon? C'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui au début étaient réticentes à entrer dans un processus de réduction du torchage des gaz, aujourd'hui, il faut savoir que ce gaz que l'on torchait avant est à l'origine de la production d'une bonne partie de l'électricité dans la ville de Libreville. Ça veut dire quoi? La question du changement climatique nous impose tout simplement de revoir nos méthodes de production, de revisiter les modèles que nous avons empruntés jusqu'à présent. Et ça, vous le faites aujourd'hui? Nous le faisons de façon tout à fait, je dirais, naturelle, comme d'autres l'ont fait avant nous à d'autres époques. Comme on dit, l'époque du changement climatique telle qu'elle se présente est une nouvelle ère qui sécrète son idéologie, avec son cortège de technologies qui va arriver. Et l'erreur serait de vouloir considérer cette question comme spécifique dans un domaine bien spécifique. Lorsque le président de la République prend par exemple la décision d'interdire l'exportation des grumes, il le fait dans un premier temps pour limiter les prélèvements dans la forêt. Mais au final, de quoi s'agit-il? Au final, il s'agit de restructurer l'économie autour du bois. Et aujourd'hui, nous avons des entreprises qui jusqu'à présent s'est limitées à la première transformation et qui vont aujourd'hui vers la troisième transformation. Se pose la question du déchet. Les déchets du bois aujourd'hui au Gabon, avant, ils étaient jetés dans la nature, émettaient en pourrissant des gaz à effet de serre, et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de réfléchir et qui même réutilisent ces déchets. Donc, le problème, c'est l'investissement. Bien sûr que ça demande des moyens, des gros investissements. Ça demande de l'investissement, comme le développement nécessite de l'investissement. Je pense qu'il faut tout juste considérer que la question du climat, comme d'autres questions qui se sont posées par le passé à l'humanité, sont autant d'opportunités
de réajuster, de rediriger le développement sans avoir à, je dirais, renier le confort que tous les êtres humains sur cette terre sont en train de chercher. Donc le Gabon, moi je peux vous l'assurer, nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie. La diversification de l'économie que nous sommes en train de mettre en place intègre ces questions et je pense que l'économie gabonaise est sur de bons rails pour pouvoir demain faire face et répondre présent parmi les pays qui seront, je dirais, en phase avec les enjeux sur cette question-là. Michel Savance, c'est vrai, lorsqu'on parle de l'environnement, du développement durable, on parle toujours du coût que ça peut représenter, ce fameux coût des investissements. Alors vous êtes justement à l'origine de ces projets concrets, avec justement des partenariats de financement entre public et privé. Est-ce que c'est finalement ce qu'il n'y a pas de plus difficile à faire, c'est de trouver les financements de ces projets? J'allais dire, il y a deux questions. Il y a la question du financement par des partenariats publics-privés, mais il y a aussi des financements innovants. Et nous avons mis en place un financement qui consiste, par exemple, à ne pas toucher les budgets municipaux pour pouvoir réaliser des projets concrets, mais sur les économies d'énergie et les économies de facture réalisées par ces villes, de pouvoir commencer à payer au bout de 4 ans, par exemple, la réalisation de ces changements. Je crois que le financement, et Laurent Fabius, président de la COP21, l'a annoncé plusieurs fois, est le moteur et aussi la solution pour trouver des accords au niveau international. Moi, je pense qu'il faut revenir sur nos déclarations quand dans certaines régions dans le monde, les PPP, comme on les appelle, les partenariats publics-privés, fonctionnent et vont jusqu'au bout des réalisations. C'est ce que nous proposons un peu partout et c'est ce que nous mettons en place. Donc je crois que c'est aussi des solutions, puisque nous parlons de l'agenda des solutions qui doit gérer un peu la COP21 à Paris au mois de décembre, pour pouvoir permettre à la COP22 au Maroc d'être dans la réalisation de ces solutions. Il y a des projets innovants, mais il y a aussi tout ce qu'on évoque, les fonds. Et vous me permettrez d'en parler un instant. Nous avons décidé de mettre en place un fonds vert pour les femmes. Ce fonds vert... Vous voulez impliquer les femmes beaucoup plus? Oui, parce qu'on ne peut pas se passer de 53% de la population de la planète. Et je sais combien des actions sont proposées dans le cadre de métiers verts. Et là où je rejoins monsieur complètement, c'est que le développement durable ne se résume pas simplement à un développement durable lié à tout ce qui est vert. C'est plutôt l'économie, l'écologie et l'éthique. C'est les 3 E, je dirais. Et dans ce qu'on veut faire dans ce fonds, c'est permettre à des femmes qui souhaiteraient lancer des projets, notamment tout ce qui touche les métiers verts, en matière d'éducation, je l'ai entendu tout à l'heure, en matière de formation, et nous souhaitons par continent mettre en place ce fonds. Il est déjà mis en place en Amérique du Nord, sur des femmes chefs d'entreprise qui ont... on parle d'inégalité, et moi je voudrais répondre par inégalité, solidarité. Les femmes qui peuvent permettre à des femmes qui n'ont pas les moyens de lancer leur propre activité, de le faire. Nous sommes en train de le mettre en place en Chine, et je suis avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, et j'espère avec le Gabon demain, pouvoir mettre en place un tel processus ici, ce qui permettrait à des femmes de pouvoir lancer leurs projets dans le cadre de cet environnement. Donc voilà un petit peu nos réalisations. Et pourquoi les femmes en particulier? Parce que, pourquoi les femmes? C'est une bonne question. Les femmes aujourd'hui, elles sortent de l'école et on se rend compte, et tout à l'heure ça a été dit, que c'est celles qui subissent de plein fouet le chômage parce qu'il y a une égalité au niveau des recrutements et notamment des postes. Elles sont sensibles à pouvoir lancer elles-mêmes leur propre entreprise. Mais c'est souvent le démarrage qui n'est pas là, la petite aide qui permet justement de lancer leur propre secteur. Donc nous faisons confiance et nous misons là-dessus. Nous, femmes du monde, j'allais dire, pour pouvoir lancer ce processus. Donc j'espère l'année prochaine, lors du prochain sommet de New York Forum Africa, donner un bilan déjà de ce fonds vert qui, j'espère, permettra à beaucoup de femmes, ici, ailleurs,
de pouvoir en bénéficier. De pouvoir en bénéficier. Étienne Massard, que pensez-vous de cette initiative du Fonds vert pour les femmes, des femmes? Déjà sur la question du financement. Vous savez, on est en train de faire de la question du financement sur le changement climatique un point de blocage. Il faut savoir avant tout que les pays doivent financer leur propre développement. Et ensuite, sur les questions spécifiques au changement climatique et en termes de technologie à même de répondre et d'apporter des réponses pour la diminution des gaz à effet de serre, c'est là-dessus que nous devons discuter, à la fois sur le transfert des technologies des pays qui les possèdent vers ceux qui ne les possèdent pas. C'est la même problématique que le médicament. Aujourd'hui, la plupart des médicaments ne sont pas fabriqués dans les pays les plus pauvres. Donc aujourd'hui, c'est comment transfère-t-on des technologies, des savoirs, comme le fait l'Inde, le Pakistan, sur le VIH par exemple, vers ces pays-là de façon à ce qu'ils soient accessibles. C'est exactement la même problématique que la technologie. Donc les médicaments ne seront pas gratuits, il faudra les acheter. Mais à quel coût? Ce sont exactement les mêmes questions qui se posent. Donc il faut savoir que si l'on veut réussir aujourd'hui l'adaptation des pays aux conséquences des changements climatiques, c'est déjà de pouvoir savoir en interne dans chaque pays ce que chaque pays veut faire pour son développement. Ça, c'est la première chose. Et je parie que si aujourd'hui on demandait à chaque pays de dire quelles sont les sommes nécessaires pour pouvoir réaliser l'adaptation dans ces pays où la diminution des gaz à effet de serre, très peu de pays seront capables de le faire. Ça, c'est la première chose. Nous, au Gabon, nous sommes préparés et nous sommes en mesure de le faire. La deuxième question, vous savez, madame, les clichés, il faut les éviter. Je pense que le mal développement coûte aussi cher que bien se développer, voire même coûte plus cher que bien se développer. Et après, sur la question des femmes, il faut éviter la généralisation. Je prends un pays comme le Gabon. Vous pensez pas que les femmes sont clés? Elles sont clés, oui, c'est elles qui donnent la naissance, ne serait-ce que par le fait qu'elles donnent la naissance, elles sont clés. Mais je prends le pays comme le Gabon. Au Gabon, la question des femmes se pose peut-être à un seul niveau, c'est-à-dire au niveau politique, dans la sphère décisionnelle. Mais aujourd'hui, les filles au Gabon sont beaucoup plus nombreuses que les garçons à l'école. Et je veux même vous dire que les résultats au BEPC, au certificat d'études et au baccalauréat montrent que la fille gabonaise travaille beaucoup mieux que le jeune gabonais. Donc, il faut faire attention, quand on parle de ces choses-là, à éviter de généraliser au risque de déséquilibrer un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a des pays qui souffrent de la question de la femme, mais pour parler du Gabon, puisque nous sommes à Libreville, je peux vous dire que la fille gabonaise est en très très bonne position. La fille gabonaise, elle est formidable, elle est performante. Et je crois que... Ce n'est pas en contradiction avec ce que dit Michel Savant. Je pense qu'il y a méprise de votre part, bien au contraire. Moi, je mise sur les filles gabonaises pour développer... Comme il faut miser sur les garçons gabonais. C'est ça le développement durable. C'est apporter aussi bien aux garçons et aux filles les mêmes chances de réussite, et c'est ce que nous faisons au Gabon. Mais il n'y a aucune distinction. Je n'ai pas dit qu'il y avait une distinction avec les uns et les autres. J'ai dit simplement en termes d'inégalité, pour pouvoir être dans la solidarité, il faut pouvoir permettre à des femmes et des filles qui ont besoin de lancer leur propre entreprise et en matière tout comme il faut le faire pour les garçons. Mais pour les garçons, ça existe déjà, monsieur. Non, non, madame. Là, alors là, vous parlez, je pense, sur la question du Gabon, de choses dont vous ignorez tout. Je pense qu'aujourd'hui, au Gabon, filles et garçons, en tout cas jusqu'à un certain âge, ont les mêmes potentiels, les mêmes capacités, et seulement nous avons à faire des efforts sur le plan politique. Le président l'a dit, nous avons à faire des efforts sur le plan politique afin qu'il y ait plus de femmes. Et moi, personnellement, j'appelle de tous mes voeux qu'il y ait davantage de femmes dans la sphère décisionnelle de notre pays pour pouvoir là rééquilibrer les choses. Mais au niveau de la jeunesse, je pense que... Donc nous ne sommes pas en désaccord, bien au contraire, nous sommes complémentaires. Donc tant mieux. Vous êtes plutôt d'accord. Alors il nous reste 1 minute pour répondre à la question. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux de la COP21 à Paris? Vous avez 30 secondes chacun. Personnellement, ce que j'attends, et le président de la République gabonaise l'a dit, c'est que le Gabon puisse montrer quelle est la solution que nous apportons, le modèle de développement que nous apportons, les actions que nous menons, que nous allons vouloir partager avec les autres pour leur montrer que le changement climatique n'est pas une fatalité, bien au contraire, ce n'est qu'une opportunité aujourd'hui de développer autrement et mieux nos pays.
Michel Saban, parce que là on parle, c'est au niveau des États, c'est plus les régions. Oui, la COP 21. Depuis Copenhague, ce qui est aujourd'hui nouveau dans le cadre de la COP 21, c'est que le président de la COP a mis l'agenda des solutions, et notamment les bonnes pratiques qui fonctionnent, notamment entre les villes et les régions. Et pour la première fois, il y aura sur Paris une prise de position des régions et des villes qui vont permettre justement d'avancer dans des solutions qui marqueront cette COP pour pouvoir donner des résultats rapidement. Moi, j'ai confiance jusqu'au bout. Et ce que je souhaite dire, c'est que c'est certainement l'Afrique qui a aussi beaucoup d'énergie et de solutions en elle, qui apportera peut-être la nouvelle donne, parce qu'on parle de changement climatique, mais il y a un changement aussi dans le comportement des hommes et des femmes sur cette question-là. Et je mise beaucoup sur cette COP. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Et bien sûr, vous restez ici parce que ça continue.